Alors, premier débat, il va porter, vous avez ouvert la thématique bien entendu, messieurs, Madame la maire, il va porter sur la vision de la décentralisation en France, alors que nous en célébrons, en tout cas on en marque, le 40e anniversaire. Qu'est-ce qu'en pense précisément l'IA? ChatGPT, c'est parti. Nous allons commencer notre journée avec une table ronde sur la décentralisation. Quand vous m'avez interrogé sur le renouveau démocratique et l'action publique efficace, j'ai répondu avec des solutions technologiques. Mais avons-nous toujours le même point de vue? Commençons par expliquer comment mieux rapprocher la décision du citoyen, puis nous partagerons les exemples suisses et allemands où l'action publique de proximité est renforcée par la collaboration avec les citoyens. Alors, prêt à débattre sur le sujet ? Bon, alors on n'est pas très avancé, vous allez nous dire tout ça pour ça. Très bien, mais tout de même, il s'agit bien d'une interview, je vous garantis. On est allé poser la question à chaque fois à l'algorithme ChatGPT, et voilà les éléments qui nous ont été donnés. Bon, le programme, comment rapprocher la décision du citoyen, on va l'évoquer tout de suite, et comment font nos voisins, ils sont présents ici avec d'éminents représentants suisses et allemands, nous verrons ça dans la deuxième partie. J'appelle pour le moment Arnaud Duranton, professeur de droit public de Strasbourg, avec nous, c'est parti. Alors, Monsieur Duranton, je vous en prie. Nous sommes très heureux d'accueillir M. Duranton. Pour tout vous dire, ils ont commencé déjà le débat avec le président Sauvadet, le président Bierry tout à l'heure, avec une exposition que je vous encourage à aller voir tout à l'heure, parce qu'il y a eu un très gros travail de synthèse d'une étude que M. Duranton va nous présenter dans un instant, qui est présente dans l'exposition de ces assises. Vous êtes maître de conférence de droit public, je le disais, à Sciences Po Strasbourg, spécialisé en droit des collectivités territoriales, et vous êtes l'auteur, à la demande notamment d'EDF, d'une étude sur les enjeux de la décentralisation, commandée donc par Départements de France. Le titre de cette étude, Le destin contrarié, la formule a été reprise évidemment par le président Sauvadet, le destin contrarié de la décentralisation française. Un mot peut-être sur le contexte de comment est née l'idée de cette étude, de ce travail. Eh bien, elle est venue d'une approche très louable de Départements de France, qui est celle de demander à un universitaire de prendre un petit peu de hauteur sur un sujet qui est celui de la décentralisation, qui a donné lieu, dans le cadre de l'anniversaire, à de très nombreuses études très techniques. Mais Départements de France était soucieuse de prendre un petit peu de hauteur historique et théorique sur un sujet qui est très souvent écrasé par une approche très technicienne. Et donc, c'est le fruit de ce travail que d'arriver à montrer un certain nombre de ruptures dans l'histoire de la décentralisation. Déjà l'opposition entre la technocratie, la vision technocratique, et puis la profondeur historique et la volonté politique, en fait. Alors vous êtes arrivé, avec votre étude, à un constat qui est celui qu'au bout de 40 ans de la décentralisation moderne, actuelle, depuis 82-83, on a fini par aboutir à une complexité, donc ça c'est un point très très important, des institutions considérables, qui éloignent, le président Bierry a bien insisté là-dessus, les citoyens de cette réalité institutionnelle. Pourquoi? Et en revenant peut-être dans les racines historiques 19e siècle de la décentralisation en France, qui est un concept tricolore depuis la Révolution. Oui, alors effectivement, c'est là que la hauteur est importante. La décentralisation ne naît pas en 1982, l'acte 1 est un mythe, une grande mystique. La décentralisation naît à la fin du 19e siècle avec les libéraux de la Troisième République, qui en même temps qu'ils décident de donner des libertés aux individus, liberté de la presse, liberté de conscience, liberté syndicale, etc., décident de donner des libertés collectives à des communautés locales, qui sont à l'époque les communes pour l'essentiel, les départements également, avec un objectif qui est de renverser la vapeur de l'histoire, qui était celle d'une centralisation politique par les monarques, juridique par les révolutionnaires et bureaucratique à l'époque napoléonienne. L'idée, c'est de remettre de l'ascendance dans la construction du territoire et de la décision publique, et donc de retourner complètement le rapport de l'État à la décision publique. Et pourtant dérive, et pourtant assujettissement aujourd'hui à des exigences qui ne sont pas les bonnes, dites-vous. Oui, c'est que derrière ce terme de décentralisation, qu'on croit souvent univoque, il y a en réalité plusieurs manières de concevoir la décentralisation et surtout plusieurs idéologies qui l'animent. Initialement, la décentralisation naît dans une optique libérale, mais depuis les années 60 essentiellement, à partir du moment où le concept d'aménagement du territoire a commencé à être développé par l'État, la décentralisation a peu à peu été absorbée par un ordre de discours différent, qui est celui de l'aménagement du territoire et qui est un discours d'État. C'est-à-dire que de plus en plus, on a fait de la décentralisation un outil, un instrument
de l'État pour ses politiques d'aménagement. On crée de grandes régions, on crée de grandes intercommunalités, on organise des compétences économiques. Tout ça est le fruit d'une logique de planification étatique qui a complètement dissous les objectifs de la décentralisation. Et en fait, aujourd'hui, la décentralisation, bien souvent dans le discours politique, c'est de l'aménagement du territoire déguisé en décentralisation. Oui, c'est-à-dire un aménagement du territoire au service d'une performance économique. Donc c'est plutôt l'économique contre l'humain et finalement les décisions techniques contre la réalité de la proximité locale. Bien, c'est-à-dire que la décentralisation, comme tous les thèmes publics, épouse les mouvements du monde. Les mouvements du monde, c'est la globalisation, c'est le développement d'une concurrence économique importante, c'est le développement de l'idéologie néolibérale de manière générale dans le fonctionnement des sociétés occidentales. Et donc forcément, ça dissout un certain nombre de représentations du monde, et notamment la représentation qui était celle des collectivités initiales, pour aller effectivement vers une approche beaucoup plus technocratique, parce que dans ce cas-là, la décentralisation n'est plus vraiment vue comme une affaire politique, mais comme un outil technique à mobiliser dans une optique de performance économique. Mais c'est là le grand changement. Pourquoi c'est le nœud du problème? Parce qu'après tout, on peut trouver légitime de vouloir aménager le territoire au service des populations, de services publics. Et pourquoi cette idée de performance économique serait-elle nocive? C'est aussi la clé sur laquelle repose notre richesse. Elle n'est pas nocive tant qu'elle est complémentaire à d'autres objectifs de politique publique. Lorsque la région, par exemple, a été créée en 1982, on a veillé à ce qu'elle n'écrase pas les autres niveaux de collectivité et à ce qu'on lui ménage un certain espace d'action qui ne vienne pas concurrencer les autres niveaux de collectivité. Sauf que depuis les années 2010, un virage a été pris qui tend à remplacer un modèle territorial qui était articulé autour de la commune et des départements et d'une approche libérale par un autre modèle, celui d'un territoire construit qui vient se substituer à un territoire vécu et qui pose effectivement aujourd'hui le débat sur de nouvelles bases et qui pose, cela a été dit dans les discours initiaux, un véritable problème démocratique. Alors, je me méfie un peu des concepts d'universitaires. Pardon, territoire construit contre territoire vécu, qu'est-ce que vous voulez nous dire? De quel territoire parlez-vous? Eh bien, c'est toute la question du rapport entre une collectivité territoriale et une communauté qu'elle représente. La commune trouve son histoire très loin, dans la nuit des temps, et elle représente une forme communautaire d'installation. Ça, c'est du vécu, ça, c'est un territoire vécu. Les authentique, départements en quelque sorte. également, lorsqu'ils ont été créés, et contrairement à ce qui a souvent été dit, n'ont pas été créés artificiellement. Il y a eu une année d'échange entre les élus et l'Assemblée pour créer les départements tels qu'ils sont, ce qui fait qu'ils ont été très vite institutionnalisés et qu'ils correspondent à des représentations communautaires, des représentations sociales des gens. Ça n'est évidemment pas le cas pour de grands ensembles qui ont été créés à l'aune de repères statistiques, de repères très rationnels, mais qui ne parlent pas au cœur du citoyen et au cœur de ses représentations. Allez-y, dites-nous de quelle institution vous parlez là? Eh bien, il va de soi que les grandes régions telles qu'elles ont été instituées peinent à être incarnées, c'est-à-dire que les citoyens ne disent beaucoup moins appartenir à telle ou telle région qu'ils se disent appartenir à telle commune ou à tel département. De même pour les intercommunalités. Demandons à quelqu'un dans la rue d'où il vient, il vous dira « je viens de telle commune qui se situe dans tel département ». Il ne vous dira jamais « je viens de telle intercommunalité située dans telle région ». Ouais. Et ça témoigne d'un attachement communautaire à une représentation territoriale. Dans ce contexte, la loi NOTRe, évidemment, a une responsabilité. Oui, parce qu'elle a effectivement constitué un point de bascule majeur de ce modèle, même s'il faut bien voir que tout a commencé dès 2010 avec une véritable rupture qui a été opérée par la loi de réforme des collectivités territoriales, qui a ouvert un mouvement qui a par la suite été prolongé et qui est un mouvement qui, à mon avis, se caractérise par une logique très technocratique. C'est-à-dire qu'on a fait de la décentralisation une affaire purement technicienne, de strates, de compétences, de procédures, de machins, qui finalement ont asséché la substance politique de la décentralisation et ne permettent pas, in fine, la cohabitation de ces deux exigences qui sont bien évidemment celles de poursuivre une forme de développement économique, cela va de soi, c'est nécessaire dans nos sociétés, tout en laissant exister des collectivités qui parlent au cœur des gens et qui créent le tissu démocratique. Et vous parlez, et on va conclure, de recomposition idéologique. Oui, c'est une recomposition idéologique. La difficulté, c'est qu'elle est latente. On ne la sent pas immédiatement et c'est pourquoi il faut prendre du recul et le travail que j'ai fait à ce but-là, c'est le fruit de 10 années de recherche, que de prendre le recul historique et théorique sur une affaire qui est bien souvent écrasée par des débats technico-techniciens. Est-ce qu'il faut créer un conseiller territorial, la métropolisation, la régionalisation, tel ou tel financement, qui fait qu'à la fin, on ne sait même plus quel est le but qu'on poursuit pour la décentralisation, quel est l'imaginaire de décentralisation que l'on se donne comme objectif de structuration de nos territoires. Vous êtes enseignant, vous êtes prof de droit public, vous n'avez pas de mandat, très bien, mais
tout de même, est-ce que vous vous hasardez sur les solutions? Comment on en sort? Eh bien, c'est là que le discours du scientifique s'arrête. On peut faire des constats objectifs et tout ce que j'ai amené, effectivement, est fait dans un cadre méthodologique qui est celui d'un travail scientifique. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire aux élus qui sont très nombreux ici, c'est saisissez-vous de ce travail et n'oubliez jamais de rappeler qu'il y a probablement un ordre de valeurs fondamentales à défendre, à mettre en évidence avant d'entamer des discussions techniciennes qui, en réalité, écrasent systématiquement toute perspective de développement de la décentralisation en France. Le destin contrarié de la décentralisation française, Arnaud Duranton. Merci. Attendez, elle est accessible déjà, les congressistes l'ont eu par un lien électronique, mais il y a quand même 80 pages à peu près. Vous allez la publier? Oui, on est en train actuellement de travailler à la publication de l'étude, donc plusieurs éditeurs pour l'instant sont intéressés, on n'a pas encore choisi, mais ça ne saurait tarder dans les mois à venir. Alors, la parole aux élus, tout de suite, puisque vous l'avez sollicité et puisque c'est légitime, bien entendu, ici. Vous restez avec nous, Arnaud Duranton, si vous voulez bien. Je demande à Jean-Léonce Dupont, le président du Calvados, de nous rejoindre, président de la Commission Finances et Fiscalité Locale de Département de France. Monsieur le Président, s'il vous plaît, venez prendre place. Frédéric Bierry, président de la collectivité européenne d'Alsace et de la commission Solidarité, Santé et Travail de Département de France. Président Bierry, s'il vous plaît, je vous en prie, prenez place ici à côté de Monsieur Duranton. Merci beaucoup à vous. Et Jean-Luc Glaise, le président du département de la Gironde. S'il vous plaît, Monsieur le Président, secrétaire général de Département de France et président du groupe de gauche. Vous êtes avec nous ici. Merci, venez, je vous en prie, prenez place sur cet autre pupitre, ce desk, voilà. Bonjour, ravi de vous retrouver. Président Glaise. Alors, Président Bierry, Président Dupont, les micros, hein, n'oubliez pas le micro, sans le micro. Vous êtes formidable, Président Dupont, parce qu'à chaque fois, vous venez avec des tonnes de dossiers, donc je me dis, on est parti pour 2 heures. Bon, puis en fait, on tient la distance, mais bon, là, vous avez vu, on a démarré très tard, il va falloir être très synthétique. Je ne sais pas pourquoi je me tourne vers vous, mais bon, voilà. Non, mais sérieusement, on a pris énormément de retard, il va falloir qu'on retrouve le... Alors, Président Dupont, Glaise, Bierry, vous êtes d'abord vous deux les commanditaires de cette étude pour le département de France, l'étude d'Arnaud Duranton. Qu'est-ce que vous inspire tous les deux, Président Dupont, vos réactions à ce que vous venez d'entendre? Alors d'abord, je voudrais vraiment remercier Arnaud Duranton pour la qualité de son travail et je vous incite vraiment à lire intégralement l'ensemble du rapport. Vraiment, c'est un travail de base, me semble-t-il, nécessaire pour chacun d'entre nous. Naturellement, alors au-delà de son expression d'aujourd'hui, mais de ce qu'il y a aussi dans le rapport, c'est peu de dire que je me sens très en phase avec l'ensemble des propos qui sont tenus. Il parle de la réduction de la notion d'intérêt public local, et je pense que c'est vraiment un élément de base sur lequel nous avons à travailler aujourd'hui. Il parle d'une décentralisation qui est devenue la territorialisation des politiques nationales dans une vision descendante, naturellement. Il parle des collectivités qui deviennent des guichets gestionnaires. Il parle des difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui, en réalité par la non-liberté financière et fiscale qui, évidemment, nous interdit beaucoup d'orientation, par l'ensemble des contrôles qui peuvent être mis en place. Alors, je ne parle pas de l'ensemble des schémas, vous savez, ces merveilleux schémas qu'on nous demande d'établir sur l'ensemble des sujets. Je ne parle pas naturellement de ce qu'a été la période des contrats de Cahors, qui était vraiment, alors là, au-delà du contrôle des recettes, du contrôle des dépenses, ce qui était quand même absolument extraordinaire. Et en réalité, derrière cela, on a effectivement un citoyen qui devient un usager. Et c'est une révolution. Comment voulez-vous mobiliser démocratiquement la participation du citoyen alors qu'il a le sentiment qu'il a face à lui un guichet et qu'il n'est en réalité qu'un usager? Je voudrais simplement peut-être développer une idée et poser ce qui pour moi est une vraie question. Développer l'idée, elle a déjà été un peu prononcée par Frédéric. S'il s'agit de solutions, ce sera dans un deuxième temps. Non, je voudrais faire réagir. D'accord. C'est la fascination de nos élites pour le XXL. Commune nouvelle XXL, intercommunalité XXL, canton redessiné XXL, région XXL. Je m'avoue, je veux faire de la peine à personne, mais je m'avoue que je m'interroge toujours sur cette communauté de destin entre le Limousin et les Pyrénées-Atlantiques. Mais j'imagine que certains pourront me répondre.
Donc fascination XXL, qui est en réalité la déclinaison technocratique, effectivement, de cette vision d'aménagement du territoire d'Attard qui date des années 70. Pour moi, la vraie question est, et j'ose le dire, peut-être un tout petit peu différente. Je vous avoue que je suis pour un État régalien extrêmement fort. Mais je vous avoue que pour le reste de l'État, j'aimerais moins d'État et j'aimerais mieux d'État. Le moins d'État, c'est en réalité la question que je souhaite poser. Est-ce que notre technocratie centrale accepte de se défaire d'une partie de ses compétences? Et on peut s'interroger sur la N+1e étape de la décentralisation. Si on ne revient pas sur ce rôle de l'État central, en réalité, on ne réussira pas à avancer dans une direction réelle. Car en réalité, des territoires qui réussissent, c'est un pouvoir d'État central qui diminue. Et la question qui nous est, enfin, la réflexion qui nous est systématiquement envoyée, c'est « Oui, mais vous comprenez, vous les élus, vous avez en fait qu'une motivation. C'est votre réélection. » Et donc, par conséquent, vous confiez cette notion d'intérêt public général est véritablement une véritable interrogation. Eh bien, moi, je réponds que la gestion de carrière d'un certain nombre de fonctionnaires d'État ne correspond pas forcément à la meilleure adéquation de l'intérêt public général. Alors, et de la même manière, c'est ce que j'ai dit souvent à certains interlocuteurs, de la même manière qu'effectivement il y a des élus de qualité différenciée, et c'est normal, c'est la nature humaine, j'affirme qu'il y a par exemple des préfets de qualité différenciée. Président Dupont, alors, Président Bierry, votre constat à vous, en quoi se caractérise à vos yeux, vous l'avez en partie évoqué dans votre discours d'ouverture, l'impasse de la décentralisation aujourd'hui? Alors ce qui est terrible, c'est que quand on parle décentralisation, on devrait tous être complètement enthousiastes. Et ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, on a peur de ce qui peut être annoncé en matière de décentralisation. C'est une inquiétude des présidents de département dans les échanges qu'on pouvait avoir hier. Et ça, c'est dramatique. Mais pourquoi on en est arrivé là? Parce que justement, les dernières années, au moment, il y a eu, dans les années 80, un souffle de décentralisation. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on nous impose les choses. Ce n'est pas co-construit avec les territoires. C'est comme l'a dit Jean-Léon, le big is beautiful. On imagine qu'en étant plus grand, on pourra mieux réussir. En éloignant les décisions des habitants, on serait meilleur. Moi, ça me surprend beaucoup, cette façon d'imaginer les choses. Et d'ailleurs, on voit bien que l'intention, à un moment donné, c'était de dire on va gérer l'avenir de notre pays avec quelques grandes régions et quelques ministères. C'est un leurre. Et donc aujourd'hui, on le voit bien, nos concitoyens n'y croient plus. Et il y a l'enjeu, bien évidemment, de pouvoir retravailler en proximité, c'est fondamental. Et finalement, quand on voit les décisions qui ont été prises en matière de prétendue décentralisation, c'était territoire imposé, compétences en moins, segmentation, émiettement des compétences, moyens financiers en moins, fiscalité en moins. Donc tout le pouvoir d'agir qui fait la force de notre capacité à mener des actions publiques qui répondent aux besoins des habitants a été complètement remis en question. C'est ce que vous appelez une triple défaite. Ça, c'est la défaite. Alors, et à cela, il faudrait aussi rajouter, je le disais hier à mes collègues présidents, nous avons l'ENA et l'INET ici à Strasbourg. Ils apprennent la verticalité descendante. Quand je vois que les directeurs généraux de services, l'association des DGS, c'est le pouvoir de décider, leur slogan, je suis quand même particulièrement interrogatif. C'est aussi ça le problème aujourd'hui. L'enjeu, c'est les élus qui doivent décider. et alors, ça a été formulé par le président Sauvadet et vous-même dans votre discours. La conséquence de tout ce que vous venez de décrire, c'est la distance du citoyen et c'est donc la défiance démocratique. La conséquence, elle est très concrète, elle est là. Effectivement. Je vois que les DGS, ça fait réagir. Hein. C'est aussi parfois pour nous la tragédie de l'exécution. C'est-à-dire que les présidents décident, normalement le DGS doit appliquer et ça doit être mis en œuvre jusqu'en bas de toute la filière. Je ne sais pas si pour vous ça marche toujours parfaitement. Chez moi, il y a aussi parfois des soucis. Mais pour revenir à la proximité,
La défiance démocratique. La défiance démocratique. On a, nous, notre capacité de retisser le lien avec nos concitoyens à partir des réalités du territoire. Et nous avons, nous, organisé la collectivité européenne d'Alsace en 7 territoires, 7 bassins de vie, pour être au plus proche des gens, pour que l'action publique, elle vienne du terrain, et du coup, elle est incarnée par les habitants, elle est comprise par les habitants. Alors, président Glaise, la décentralisation de 82, j'étais jeune journaliste, je me souviens très bien de l'engouement de l'époque. C'est François Mitterrand, c'est tout de même, c'est la gauche. Aujourd'hui, vous-même, vous partagez ce constat sur l'impasse, tout de même, vous, dans votre activité en Gironde, ou au contraire, vous dites non, mais au fond, on est sur le trend, sur la tendance, sur ce qui était normal. Écoutez, je pense que pour une fois, nous allons pratiquer le en même temps dans l'Assemblée des départements de France. C'est-à-dire que nous allons être d'accord ensemble sur le diagnostic et sur aujourd'hui l'inquiétude que nous portons et évidemment la volonté aussi pour nous de retrouver une décentralisation qui soit une réalité. Moi je le dis toujours, la question de la décentralisation, c'est bien de poser la question du bon niveau de collectivité locale pour le bon niveau d'action publique. C'est ça l'intention initiale, c'est de considérer que tout ne peut pas être régalien et donc géré au niveau national impérativement, mais qu'il y a un certain moment, et c'est intéressant ce que dit Arnaud Duranton tout à l'heure, sur le fait que l'acte premier de décentralisation de 82 en fait a une histoire bien antérieure, et cette histoire antérieure c'était justement cette volonté aussi partie d'une royauté, des empires, etc. qui se sont succédés après, comment faire en sorte justement de créer une France qui soit une France des territoires, et qui soit une France qui soit aussi culturellement identifiée avec un rattachement des citoyens au territoire. Donc la vraie question de la décentralisation, c'est ça, le bon niveau de collectivité locale pour le bon niveau d'action publique. Et le problème aujourd'hui de la décentralisation telle qu'elle est approchée, c'est qu'on la considère comme une... Non, il ne faut pas mettre la main sur le bas du micro, c'est l'antenne, voilà. Pardon. Je vous prie. Qu'on la considère comme une machine, donc comme une sorte de mécanique, et que l'approche aujourd'hui, et depuis déjà un certain nombre d'années, consiste à dire comment faut-il ajuster les boulons de la machine et en choisir éventuellement la couleur, plutôt que de s'interroger sur la finalité et donc sur la manière dont on opère avec un outil qui est au service de l'action publique et au service avant tout du citoyen. Vous aussi, au-delà de cet aspect-là, déjà, la bonne dimension, vous dites qu'il y a en plus un paradoxe, une opposition entre la gestion des politiques nationales, mais ça a été souligné, qu'on nous demande de mettre en œuvre, et puis les moyens qu'on nous donne. Oui, mais je voudrais qu'on aille plus loin que la question des moyens. Alors d'abord en disant, attention, quand on parle d'autonomie fiscale ou d'autonomie financière, évidemment c'est un sujet pour nous et qu'il devient particulièrement prééminent désormais, mais n'oublions jamais que le vrai sujet quand même, c'est l'autonomie politique. C'est ça quand même le sujet de fond, c'est-à-dire c'est la libre administration des collectivités locales. Comment permettons une autonomie politique dans notre action qui certes applique des textes, applique des règles, applique un accès au droit par exemple au travers des AIS, mais qui pour autant doit nous laisser la capacité d'agir, et pour cela il faut évidemment en face avoir les moyens. Mais si ça n'était que le problème des moyens, ce serait une partie du sujet que l'on traite de plus en plus et que l'on sera amené encore à traiter dans les jours et les semaines qui viennent. Mais regardons la manière dont on a tendance à nous transformer en agence d'État, la manière dont les contractualisations nous amènent à avoir des objectifs qui nous sont fixés par l'État avec des promesses en carotte de moyens financiers supplémentaires et des coups de bâton à l'issue si nous ne sommes pas à la hauteur des objectifs proposés, la manière dont une forme de centralisation déconcentrée est en train de se mettre en place, en proposant désormais que les préfets soient à nos côtés, les copilotes, par exemple de la protection de l'enfance sur un conseil départemental de protection de l'enfance, ou au niveau de France Travail, que nous soyons copilotes sur les actions d'insertion et d'emploi. Je pense que cette manière d'approcher les choses, c'est aussi la manière de contraindre progressivement la libre administration des collectivités locales. Un petit mot de commentaire, Arnaud Duranton, vous devez être plutôt satisfait de ce « en même temps » qui unit gauche et droite au sein d'ADF sur le constat que vous avez réalisé. Bien sûr, en tout cas, ce que je vois de commun dans tous ces discours, c'est une forme de grande perplexité sur l'avenir de la décentralisation et surtout sur le fait que l'avenir qui est annoncé dans le cadre d'une réforme prochaine est loin d'avoir l'assentiment des élus.
Ça vient, je crois, d'un fait assez simple, qui est que historiquement, le but de la décentralisation, c'est de faire moins d'État. C'est l'État qui lui-même se défait d'une part de pouvoir politique pour en donner aux collectivités. Souvenons-nous évidemment donc des premières étapes de la décentralisation, mais aussi de la fin du pouvoir de tutelle, de la fin du préfet à la tête du département, de la transformation de la région qui était un établissement public national en collectivité. Le but, c'est de dire on transfère du pouvoir politique. Et on a eu tendance ensuite à transformer les collectivités peu à peu en territoire. Et d'ailleurs, ce terme est loin d'être neutre. Et moi, je suis très critique sur le fait que les élus locaux utilisent ce terme de territoire. Non, vous n'êtes pas des territoires, vous êtes des communes, des départements, des régions avec une incarnation particulière. Et en se transformant en territoire, on devient tout simplement le relais territorial d'une politique nationale. Et c'est effectivement ce qui est soulevé ici et qui engage la perplexité, je sens. Bon, on a compris que les oreilles sifflaient pas loin du Rhin, là, du côté de cet institut. Bon, alors, comment on en sort, messieurs? Quelles sont vos propositions, Président Bierry? La solution, c'est quoi? Alors, d'abord, la première priorité pour nos concitoyens, c'est l'efficacité de l'action publique qu'on va réussir à mener. Et pour ça, il faut le pouvoir d'agir complet, c'est-à-dire le droit à agir. On revendique tous autour de la clause de compétence générale, enfin on est nombreux à le porter, le droit à agir parce qu'on en a été privé, ce qui ne nous permet plus du coup d'accompagner globalement une politique publique. Donc le droit à agir, les moyens à agir et la maîtrise des moyens à agir. Je pense que ça, pour pouvoir être en capacité de faire, il faut d'abord qu'on ait cette première nécessité, le pouvoir d'agir. Ensuite, il faut travailler à retisser le lien démocratique avec nos concitoyens. Parce que nos concitoyens ne comprennent pas comment ça fonctionne. Je peux vous dire, j'ai fait un tour d'Alsace en 80 jours à la rencontre des habitants. Et j'ai interrogé les jeunes. Je me suis dit, mais comment vous percevez les choses? Est-ce que vous avez été voté d'abord? J'ai vu des jeunes qui avaient une vingtaine d'années. Est-ce que vous avez été voté? Ils me disent non. Alors je me demandais, pourquoi vous n'avez pas été voté? On ne comprend pas comment ça fonctionne, on ne sait pas qui fait quoi. Les partis politiques, on ne comprend pas. Donc forcément, on ne se sent pas en maturité pour voter. J'ai fait la même chose chez nos amis suisses. Et j'ai demandé, tiens, est-ce que vous allez voter? Et alors eux, ils m'ont dit... des jeunes aussi. Des jeunes aussi. Ouais. Et les jeunes m'ont dit, nous, on va voter. Alors je dis, pourquoi vous allez voter? D'abord parce qu'on a un pouvoir d'influence. Il y a les votations suisses qui font que régulièrement, ils sont consultés sur les sujets. Et ce qui se décide, ce qui est voté, s'impose ensuite à l'État. Ouais. C'est appliqué. Qui doit mettre en œuvre la volonté incarnée. Donc les gens se disent, on a une vraie capacité d'influence. Et comme on a une capacité d'influence, on veut être mature pour aller voter. Et on va voter. Donc il y a cet enjeu de renouer, de retisser le lien avec nos populations. On ne peut pas se contenter aujourd'hui des résultats avec l'abstention qui prend une place de plus en plus importante. Et puis vous... Oui, allez-y. Et peut-être le troisième élément, c'est la façon dont on s'organise aussi en territoire pour être au plus proche des habitants. Et là, vous êtes tout de même à l'initiative, parce que vous avez bousculé un peu le système, là. Et vous allez le bousculer encore, vous l'espérez. Alors bien évidemment, nous, je crois que j'ai été très clair dans mon discours, je ne vais pas relancer la machine, mais il y a cet enjeu d'écouter les habitants. Quand les habitants se sont exprimés clairement à 92%, ils donnent un mandat aux élus. Et si ils ne sont pas écoutés, il y aura des conséquences graves, parce que l'abstention augmentera encore, et le vote extrême aussi. Est-ce qu'on est prêt à prendre ces risques? Je crois qu'aujourd'hui, il y a cet enjeu d'écouter les habitants, d'écouter leur volonté. C'est ça qui doit être notre Bible, notre fil d'action. On se souvient de vos deux consultations citoyennes récentes, 2021-2022. C'est le Conseil du développement, composé de 100 citoyens qui donnent son avis sur des éléments comme ça. Les collèges d'éducation, d'action éducative. Oui, alors par exemple, on a suite à cet échange que j'avais pu avoir avec les jeunes, on a décidé, là, on a commencé à expérimenter un outil ludique dans les collèges qui s'appelle Démo Pratique, pour justement que les jeunes, dans une démarche de jeu de rôle, découvrent en quoi consiste l'action publique et les responsabilités des différents niveaux de collectivité et de l'État. Alors, votation, référendums locaux, mais aussi expérimentation locale. En quoi ça peut être une solution, Président Glaise? Alors, d'abord, sur la question de la participation, je pense qu'un des sujets aujourd'hui qui nous est posé et qui est lié effectivement à l'évolution progressive de cette
absence de confiance de l'État à l'égard des collectivités locales et de crispation de l'État qui fait que progressivement le citoyen a été de plus en plus en demande de pouvoir, d'abord il vote de moins en moins et donc il demande à s'exprimer de plus en plus d'une autre façon. Et donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on recueille l'expertise d'usage pour faire en sorte qu'elle puisse nous inspirer pour l'action publique et démontrer qu'au-delà du vote en lui-même, nous sommes en capacité d'écouter des citoyennes et des citoyens, j'ai plein d'exemples et j'imagine que tous les collègues en ont ici, de manière dont on va capter la parole citoyenne. Et en captant la parole citoyenne, elle nous amène aussi à imaginer souvent des solutions qui n'étaient pas, des solutions peut-être assez classiques ou traditionnelles. Et je trouve que le volet de l'expérimentation et de l'innovation, d'abord, les départements expérimentent beaucoup, le président Sauvadet le dit souvent, mais c'est vrai qu'on a un catalogue énorme d'expérimentation et d'innovation au niveau départemental. Exemple. Ce qui nous permet de démontrer aussi la modernité de la collectivité et de ne pas dire que parce que nous sommes nés post-révolution française, nous serions une collectivité has-been qui devrait être supprimée. Et donc, à ce titre, moi je reste convaincu que tout ce que l'on tente en matière d'innovation permet de tenter quelque chose, de tester quelque chose et ensuite de l'évaluer. Et je me permets juste un mot sur quelque chose qui est complètement paradoxal aujourd'hui dans le panorama national, c'est quand le gouvernement lance une expérimentation France Travail et avant même que l'évaluation ne soit produite, en quelques mois, il décide de généraliser. Ça, c'est vraiment la méthode orthogonale avec ce qui doit être fait en matière d'expérimentation. On va en parler cet après-midi avec Thibaut Guilhuy, le haut commissaire qui a mené la réforme, avec vous. Un petit mot très court, je fais un peu de provocation. Est-ce que là, le en même temps n'est pas en train de se lézarder? Je veux dire, est-ce que la tradition de gauche, ayant un peu peur du populisme, se refuse à des votations et des référendums qu'on mène ici? Là, est-ce que vous utiliseriez aussi le référendum chez vous? Ben écoutez, nous au département de la Gironde, on a voté récemment, au début du printemps, un droit d'interpellation local. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des citoyens peuvent nous interpeller et à ce moment-là, nous pouvons avoir... C'est les élus qui ont voté, c'est le conseil départemental. Absolument, c'est le conseil départemental. Donc, il y a pas, moi, je n'ai pas du tout de problème par rapport à ça. On travaille beaucoup, Frédéric évoquait tout à l'heure le mot de pouvoir d'agir. Nous travaillons beaucoup sur le développement du pouvoir d'agir des personnes, des citoyens auxquels nous nous adressons. Et donc, recueillir leurs paroles ou les voir nous solliciter pour certains sujets nous paraît absolument fondamental aujourd'hui. Mais derrière ce qui est en jeu quand même, je le redis, c'est l'équilibre entre démocratie représentative et démocratie participative. Il faut aujourd'hui que nous arrivions à travailler ce champ-là, qui me paraît être un beau champ d'avenir, mais sur lequel il ne faut pas se laisser déborder sur les marges, ni d'un côté ni de l'autre. Président Dupont, en conclusion, sur les solutions, les chantiers à venir, comment vous voyez les choses? Bon, ça va vous me donner 1 heure, j'ai bien compris. Bon, d'abord, je crois vraiment qu'il faut, en tout cas nous, départements, que nous défendions l'idée de la valeur essentielle de la notion de proximité. Les 2 collectivités de proximité sont, vous le savez bien, les mairies et les départements. Et la demande des Français, de nos concitoyens, c'est une demande de proximité. Et la réponse qui a été faite, on l'a dit, c'est du XXL, à l'ensemble des niveaux. Donc à la demande citoyenne, on a répondu exactement par l'inverse. Donc valorisons cette notion de proximité, elle est consubstantielle, génétique de notre nature profonde. La deuxième idée, c'est que je pense que dans les relations qui doivent avoir lieu demain avec l'État, je parle souvent du triptyque liberté, responsabilité, évaluation, qui devrait se substituer à contrôle, normes, culpabilisation. Alors vous avez en réalité un certain nombre de moyens d'agir qui peuvent paraître plus ou moins techniques en fonction des solutions que vous proposez. Je pense par exemple que d'introduire l'idée d'une liberté contractuelle d'organisation des territoires, notamment par le biais du contrat, est quelque chose de tout à fait intéressant. Je pense qu'une pause normative est absolument essentielle et concerne toutes les collectivités, que ce soit le bloc communal, départemental ou régional. Et je pense que la liberté de lever l'impôt pour refaire ce lien entre le citoyen et la collectivité qui lève l'impôt est à mon avis quelque chose d'absolument essentiel. Mais je voudrais terminer mon propos peut-être un tout petit peu en marge en vous disant quand même une inquiétude qui est la mienne, qui est celle de qui demain sera élu, qui demain aura la volonté, le courage de se présenter dans le contexte qui est le nôtre, d'un hyper-contrôle de l'État et d'implication de l'élu qui sont objectivement quelquefois difficiles à supporter. Je ne suis pas inquiet sur le fait qu'il y aura toujours des élus. Je m'interroge sur la qualité, le potentiel des élus à venir. Et pour ce faire,
je pose la question, et je me suis permis d'écrire à l'ensemble des présidents, je pose la question qui est la suivante. Je n'aurais pas tenu ce discours il y a 15 ans. Il y a 15 ans, nous expliquions que nous étions dans des fonctions. Nous réalisons des fonctions. Et je rappelle souvent l'histoire de mon fils qui avait 10 ans et qui me demandait « Papa, à l'école, on me demande quel est ton métier ?» Et je lui dis « Écoute, je suis désolé, je n'ai pas de métier, j'ai des fonctions. » Vous imaginez évidemment le questionnement qui a été le sien. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'il faut qu'on arrête de se dire que les fonctions d'élus sont des fonctions qu'on exerce en dehors et à côté d'un certain nombre d'activités professionnelles. Nous sommes aujourd'hui des stratèges, nous sommes des managers, nous sommes des contrôleurs, nous sommes des évaluateurs, et on vous explique que ça n'est pas un métier? Nous exerçons en réalité un métier. Et pour ce faire, si nous allons jusqu'au bout, et pour avoir une fonction un peu attractive, eh bien je pense que proposer l'élaboration d'un CDD public particulier est à mon avis une chose intéressante. Pourquoi il est particulier? Parce que c'est le citoyen qui accepte ou pas le renouvellement du CDD, mais le CDD lui-même, il pose et il règle la question évidemment de la rémunération, il règle la question de la retraite, il règle la question des droits sociaux et il règle la question de la réintégration sur les problématiques d'emploi après effectivement la réalisation du mandat. Donc oui, je pense que derrière toutes les questions que nous devons nous poser la question de l'État et de sa capacité à accepter de se défaire d'un pouvoir. Nous devons nous interroger sur la qualité des élus d'aujourd'hui et de demain avec une professionnalisation de cette fonction spécifique. Arnaud Duranton, un mot de conclusion, une phrase de conclusion avant que nous passions à l'exemple suisse et l'exemple allemand. Une phrase de conclusion, c'est que l'avenir, effectivement, nous sommes actuellement à une période charnière. Nous avons deux modèles de décentralisation qui ont initialement cohabité et qu'on a ensuite organisés dans une logique de concurrence. Je m'inquiète beaucoup d'entendre les différents échelons de collectivités manifester des formes de concurrence entre eux, des discours d'opposition. Je m'inquiète beaucoup de voir naître entre les collectivités à titre individuel des logiques de concurrence. Je crois que nous sommes en train d'aller sur un chemin qui est extrêmement périlleux pour notre pays parce que nous perdons le lien profond de nature politique qui fait la collectivité territoriale. Nous évoquions tout à l'heure l'élu. L'élu, nous vivons en France dans un système de démocratie représentative très ancien qui a voulu faire de l'élu le représentant du citoyen, le porteur de l'intérêt général. Et quand nous avons en France, ça a été dit par le président Sauvadet tout à l'heure, 35 000 communes, ça veut dire que nous avons derrière un maillage d'élus absolument considérable, incroyable et qui est une richesse pour notre Bien pays. sûr. Et il en est de même pour les départements, il en est de même pour les régions. Et ça, c'est une force. Et tous ces il faut garder la notion de destin commun, au fond, Bien sûr. reprendre la formule. Et tous les mécanismes de démocratie participative qu'on voit se développer et qui sont à la mode aujourd'hui révèlent, à mon avis, la tentative louable des élus de recoudre quelque chose qui se défait en amont, qui est la perte d'un lien entre le citoyen et ses collectivités. Et je pense que ce sont des solutions plus palliatives, malheureusement, que des solutions de fond. Et pour résoudre le problème au fond, il faut reposer la question en termes de valeurs. Que voulons-nous faire avec la décentralisation? Quel est l'ordre idéal que nous nous donnons? Quel imaginaire nous donnons-nous sur cette idée? Et quelles sont les valeurs qui nous guident? Tant qu'il n'y aura pas de grand débat national sur ces valeurs et qu'on n'aura pas une entente précise sur les valeurs qui guident la décentralisation, on fera du bricolage technicien et on aura toujours une emprise du discours technique sur un mouvement politique qui est à l'arrêt. Quand la politique est à l'arrêt, c'est la technique qui prend le dessus. On va faire un pas de côté que vous avez suggéré, Président Bierry. Vous restez avec nous, Arnaud Duranton. Président Bierry aussi, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'il en est de la décentralisation des pouvoirs et de la gestion des territoires chez nos voisins? Et quand je dis nos voisins, de la France, de l'Alsace, du territoire de Belfort, enfin nos voisins très proches, les Allemands et les Suisses. Comment est-ce que les relations entre l'État central et les Länder allemands et les cantons suisses avec l'État fédéral, leurs États fédéraux respectifs se déroulent? On va voir ça immédiatement. Je vais vous demander, messieurs, en vous remerciant de bien vouloir rejoindre la salle. Tous les deux, merci de votre présence déjà ce matin. À tous les deux. On va voir ça immédiatement et on passe donc au pas de côté, à l'exemple suisse et à l'exemple allemand. C'est parti, jingle.
Alors je vous demande d'accueillir deux éminents élus ou anciens élus voisins frontaliers de la collectivité européenne d'Alsace, le Suisse et avocat, le docteur Hans-Martin Tschudi, s'il vous plaît. Et son confrère allemand et juriste aussi, le docteur Klaus Schule, que nous remercions et que nous encourageons, que nous remercions de leur présence. Bonjour. Docteur Klaus, bonjour. Je vous en prie, monsieur le docteur Schule. Prenez place tous les deux. Voilà, merci infiniment. Alors, je ne sais pas si vous avez la zapette, docteur Tschudi, voilà, il est à côté de vous. Je voudrais qu'on commence, président Bierry, l'idée venait naturellement, mais pourquoi vous avez souhaité ce pas de côté? Parce qu'au fond, on croit tous connaître les deux exemples, les Länder, les cantons. En fait, on ne connaît rien, et puis surtout, on raille. Combien de fois n'a-t-on pas raillé, au moins une fois tous, dans notre existence, notre jeunesse, les votations? Ben, vous nous avez démontré qu'en réalité, ce sont eux peut-être qui ont la clé. Voilà. Alors pourquoi vous avez souhaité ce pas de côté avec ces deux collègues à vous? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, le territoire alsacien, il est sur un territoire rhénan. Notre histoire, mais aussi notre avenir se construit sur cette échelle-là. Même si, bien évidemment, l'Alsace est très attachée à son pays, fondamentalement enraciné à notre pays, la France, néanmoins, la vie naturelle des Alsaciens s'organise sur l'espace rhénan, 6 millions d'habitants, donc avec une partie suisse, une partie allemande et la partie alsacienne. C'est plus simple aujourd'hui pour nous de traverser le Rhin que de traverser les Vosges. Donc notre territoire de vie, il est rhénan à travers notre histoire, des histoires douloureuses, mais des histoires plus fortes d'humanisme rhénan auxquelles nous sommes particulièrement attachés, mais aussi les perspectives d'avenir se construisent à cette échelle-là. Et du coup, nous sommes amenés au quotidien à travailler ensemble sur d'abord les liens transfrontaliers du quotidien. C'est à peu près 100 000 personnes de part et d'autre des frontières qui tous les jours traversent le Rhin pour aller travailler sur le territoire. Donc il y a d'abord pour nous cet enjeu-là, c'est la vie, la dynamique du territoire, elle s'inscrit sur l'espace rhénan. Et du coup, quand vous avez comme interlocuteur des élus ou des hauts fonctionnaires de ces territoires, il y a un choc parfois entre leurs capacités et les vôtres. Alors justement, des fois quand on a des débats d'évolution de traités, parfois j'aurais envie de m'installer avec mes amis allemands et suisses. Parce que les élus ont plus de pouvoir que nous, où c'est finalement l'État et la virgule qui va décider d'évolution et que ça dure parfois des heures pour discuter, alors que c'est plus concret, plus pragmatique côté allemand et suisse. Je vous repasse la parole dans un instant, on va le voir, mais je voudrais présenter nos deux hôtes, vos hôtes aujourd'hui. Docteur Hans-Martin Tschudi, vous êtes de formation juriste. Vous n'avez plus de mandat politique aujourd'hui, mais vous avez été ministre de la Justice et des Affaires extérieures du canton de Bâle-Ville jusqu'en 2005. Vous êtes élu à l'époque président du gouvernement cantonal bâlois et vous assurez aujourd'hui, vous êtes enseignant et juriste essentiellement, et, des cours de coopération transfrontalière dans le cadre d'un cursus géré par 3 universités partenaires, France, Allemagne, Suisse, et vous êtes prof à l'université aussi de Strasbourg ici. Docteur Schule, vous êtes juriste aussi, j'ai dit, de formation, et depuis 2011, vous êtes directeur de la coopération transfrontalière, donc un haut fonctionnaire territorial pour le Land de Bade-Württemberg, en coopération donc avec la France, la Suisse, l'Autriche. Vous êtes basé à Fribourg. Vous avez été de 2001 à 2011 élu à l'Assemblée du Bade-Württemberg pour le compte de la CDU. Et vous êtes actuellement, et ça bénévolement, c'est pas tout à fait le CDD qu'évoquait le président Dupont, mais vous êtes conseiller municipal, donc vous avez encore un mandat. Vous êtes conseiller municipal de la ville de Fribourg. On va commencer par vous, docteur Schule, si vous voulez bien. Prenez le micro. Comment fonctionne alors votre organisation administrative et politique ? Parce qu'on ne connaît pas... non, je commence par le docteur Schule, si vous voulez bien. Comment fonctionnent les Länder, les Kreis? Prenez un micro, s'il vous plaît. Voilà. Quels sont les pouvoirs réels et les échelons locaux, les Länder, les Kreis, qu'on ne connaît pas forcément bien en France, les domaines de compétences, comment vous pouvez agir, les types de décisions et la relation avec l'État? Monsieur Guerrier, laissez-moi commencer avec 2-3 mots introductifs. Je suis venu très volontiers aussi à cette rencontre pour reconnaissance pour la coopération transfrontalière si intense et fructueuse ici au Rhin supérieur. Nous travaillons très étroitement ensemble
avec tous les partenaires français et naturellement aussi avec toute amitié avec la collectivité européenne d'Alsace, cher Frédéric. Nous avons beaucoup de sujets concrets communs. On a démarré un projet des maisons de services transfrontalières il y a le 1er octobre, même si nos systèmes sont très différents. Nous réussissons, malgré les systèmes administratifs très différents, de travailler ensemble avec succès parce que la raison centrale, on a la confiance entre les acteurs ici au Rhin supérieur avec un cœur pour l'amitié franco-suisse allemande et un esprit européen. Et je l'avais dit, les systèmes sont très différents. Je commence avec un petit exemple que j'ai vécu après à peu près 4 semaines comme conseiller municipal de Fribourg. Le conseil communal de Mulhouse et de Fribourg se sont réunis à Mulhouse. Et le maire de Fribourg, M. Horn, et la maire de Mulhouse, Mme Lutz, ont présenté leur ville. Et la ville de Mulhouse, et les chiffres clés. La ville de Mulhouse a à peu près 200 millions d'euros de moyens financiers pour 2 ans. Et la ville de Fribourg, environ 2,5 milliards d'euros par 2 ans. La ville de Fribourg a aussi elle est un Stadtkreis, elle a un peu plus de compétences, mais ce petit exemple montre que les communes allemandes sont très importantes dans le système allemand. On le voit chez les moyens qu'ils ont ou ils n'ont pas. Bien sûr. Et les rôles des communes étaient très forts. Et c'était les réformes en Prusse en 1808, les Stein-Hardenbergsche Réformen. Et on a créé le principe, les communes règlent tout ce qui est possible à la base. Tout ce qui est possible. Et c'est alors que le but est la Selbstverwaltung, l'autonomie, même autogestion. Les citoyens doivent régler leurs affaires. On le veut explicitement et on est convaincu qu'un système renforce un État, un pays entier, une nation, parce que si les affaires locales vont bien, l'État va bien. Et l'État se concentrer seulement sur les grandes affaires et les grandes missions. C'est-à-dire les responsabilités pour gérer un État sont réparties dans les communes, réparties sur beaucoup d'épaules. Beaucoup de personnes s'engagent à la base. C'est un système de proximité pour les citoyens. Certainement, les maires disent qu'ils obtiennent trop peu d'argent pour tout gérer ça. Mais ça, c'est un phénomène européen. Mais les moyens sont effectivement là pour l'urbanisme, pour la construction de l'entretien des voiries locales, la construction des écoles primaires, les collèges et les lycées. Après, il vient les Landkreise et les Stadtkreise. C'est un mélange un peu d'une structure communale et aussi avec des missions étatiques. Ce sont un peu les grands sujets. Collecte des déchets, entretien des routes, construction et entretien des hôpitaux, alors le secteur de santé. Et puis, il vient les Länder. Comment est-ce qu'ils ont été créés? Alors là, l'histoire est très importante. L'Allemagne était depuis des centaines d'années un pays avec des Länder, des Staaten, des États, des royaumes, des grands-duchés, autonomes. Pas un État national comme la France. Comme l'a décrit Madame de Staël en 1814 dans le livre de l'Allemagne. Après 1871, oui, l'Allemagne a été unie, unification tardive, mais après 1945, les Alliés voulaient que l'autorité nationale ne soit pas puissante. On voulait une Allemagne décentralisée. Et pour que l'Allemagne ne soit plus tentée de s'établir de nouveau en tant de grande puissance. Les Länder ont été créés en 1945-6, avant de l'existence du Bund.
en 1949. Aujourd'hui, on a 16 Länder. Et ce sont, et ça c'est important, de notre point de vue, pas des régions. Ils sont organisés comme un petit État, constitution. Ils ont un parlement, un gouvernement. Ils votent des lois. Et ils sont représentés dans le Bundestag, la deuxième chambre, et ils peuvent initier des lois nationales. C'est intégré dans l'article 30 de la Constitution de l'Allemagne. Et souvent, si le Bundestag vote pour une loi, le Bundesrat, le représentant des Länder, doit approuver les lois. Pas tout, mais la plus grande partie. Et ils ont, les Länder, des compétences aussi législatives. Université, la police, tout le personnel et l'équipement pour les écoles, infrastructures régionales, etc. Et ce qui est important de comprendre, les Länder ont la tâche de mettre en œuvre les lois du Bund. Les Länder, pour ça, ont beaucoup de personnel, et beaucoup plus que le Bund. Le budget du Land Baden-Württemberg est de 63 milliards d'euros par an. Et j'ai regardé, l'ensemble des Länder devraient avoir un moyen un budget annuel de 700 à 800 milliards d'euros. Le budget, dernier point, du Bund annuel, c'est 480 milliards d'euros. Inférieur. À peu près la moitié. Ils ont la compétence législative politique affaires étrangères, défense, nationalité, immigration, gestion des frontières, etc. En conclusion, en Allemagne, 80% des affaires administratives sont gérées par les Länder et les communes, les Landkreise incompris. 20% sont entre les mains du Bund, le personnel, 90% sur les Länder, 10% le Bund. Et si j'ai bien compris, en France, chez nos amis français, c'est le contraire. 80% de compétences sont dans les mains de l'État, 20% chez les départements, les régions et les communes. Peut-être ça serait bien une bonne idée de créer une république commune avec 50%, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais du cœur, ça serait personnellement une bonne idée. Mais certainement, il y a des avantages du système plus centralisé. Par exemple, la digitalisation, la France est beaucoup mieux que l'Allemagne. Certainement, il y a des avantages dans un système décentralisé. Chacun peut apprendre de l'autre. Le plus important, je le dis au début, qu'on travaille ensemble dans l'esprit de amitié. Merci. Merci, Dr Schule. Merci d'avoir eu, alors ce serait à débattre, mais merci d'avoir eu déjà l'élégance de conclure en essayant de trouver tout de même un avantage à l'hyper-centralisation. Tout de même. Mais au-delà de ça, vous avez bien montré la question de la subsidiarité, comment elle s'organisait. Et on voit bien le choc des moyens, à peu près le double des budgets pour tous les Länder de l'État central, vous l'avez dit, et cette obligation par le Bundestag d'entériner les lois, les décisions prises par les parlements des Länder. Tout de même, comment est-ce que l'État central, fédéral allemand, vous contrôle? Vous contrôle-t-il d'ailleurs? Cour des comptes Oui, bonne question, merci, M. Guerrier. Alors, dans la Constitution, c'est clair. Il y a des lois nationales qui doivent être approuvées des Länder et des communes. Puis, il y a les lois. Il y a une organisation administrative du Bund, ce sont 10% du personnel, ils le font d'origine. Mais dans tous les autres sujets, ce sont les Länder qui approuvent les lois nationales qui sont ou exclusives pour le Bund ou exclusives pour les Länder et quelquefois concurrentiellement, c'est-à-dire
Si le Bund dit je veux régler, ça va régler. S'il ne règle pas, c'est le sujet des Länder. Mais c'est clair que toutes les instances ils appliquent les lois. C'est clair. Merci beaucoup pour ces éléments. Alors, on va se déporter vers la Suisse. Vous avez la zapette là, ici, dans la main. Restez ici si vous voulez bien. Vous verrez les slides défiler. Restez avec nous. Vous les verrez sur l'écran, Dr. Tchoudi. Restez avec nous ici si vous voulez bien. C'est plus pratique pour nous, oui. Pour les caméras, voilà. Alors, voilà, vous voyez les slides. Voilà. Merci beaucoup. Je vous prie de m'excuser. Et donc là, vous avez aussi le petit objet là pour passer vos slides. Pardon, la zapette qui est ici. Voilà, pour vous passer vos slides là. Et vous avez le micro. Je vous en prie. La question est la même. Comment êtes-vous organisé? Je vous en prie. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Bierry, je suis tout à fait impressionné comment vous décrivez la Suisse. C'est votre tour, hein, je pense. Hein? Vous pouvez continuer. Hein? Très bien. Alors, moi, pendant beaucoup d'années, j'ai été président de la conférence du Rhin supérieur. Je connais très bien l'Alsace, la Strasbourg, cette génération politique qui a géré l'Alsace avant M. Bierry. Et puis, ça me fait beaucoup de plaisir de vous présenter la Suisse, notre système, parce que normalement, mesdames et messieurs, si vous êtes honnêtes, vous savez, la Suisse, c'est le Mont Cervin, les montagnes, les vaches, le chocolat, le fromage et encore la Crédit Suisse. Mais elle va disparaître. Voilà. Alors, les banques à Zurich. Je vous montre 10 slides pour faire une introduction de notre système qui est totalement la démocratie directe. Et je vous dis tout de suite, pour le commencement de mes explications, on ne peut pas apprendre la démocratie directe dans 40 ans. C'est impossible. Nous, en Suisse, la Suisse a été fondée en 1291 et puis la première constitution nationale était écrite en 1844. Depuis là, avec une période, la période helvétique, là, Napoléon, c'était un peu une autre situation. Mais depuis là, on avait toujours cette démocratie directe. Alors, c'est dans la DNA des Suisses, hein, dans la DNA des Suisses, ce que je vais vous présenter maintenant. Vous voyez là, un petit pays, 9 millions. Monsieur Tchoudi, pardon. Il ne faut pas toucher l'antenne. Il faut prendre plus haut le micro. Ouais. Sinon, ça sature. Très bien. Merci. Ça va plus? Comme ça. Très bien. Merci. Alors, la Suisse est un petit pays, pas comparé. Non, je dois voir ce qui se passe là. Voilà. Merci beaucoup. Vous vous rendez compte, ma génération, hein, c'est la technique. Hein? Wow. OK. Je vois maintenant très bien ce qui se passe là sur l'écran. La Suisse, un petit pays, pas comparé avec la France. C'est-à-dire la démocratie, comment on gère en Suisse, c'est plus pratique. Vous voyez les quatre régions, la partie française, la partie alémanique, la partie romanche et puis la partie du Tessin. Alors on a 4 régions avec 4 langues. On a 4 langues nationales. Un petit pays, plus de la moitié des personnes sont sans passeport suisse, sont des étrangers. Ça, c'est très typique pour notre pays. Voilà. Je continue. Le système politique au niveau national, on a 2 chambres, Conseil national, 200 membres, on vient de les élire il y a quelques jours. C'est le représentant de la population. Et puis le Conseil des États, les 46, ce sont les représentants des cantons. Mesdames et messieurs, je vous dis comme deuxième mot important. Dans notre système, nation, canton et commune, les États, les cantons sont des États. Par exemple, le canton de Genève, il se donne le nom, le canton est la République de Genève. Mon canton de Bâle est plus simple, c'est simplement un canton de Bâle. Voilà. Mais les cantons sont des États.
On a des parlements, un gouvernement, on a des tribunaux, et puis on a une population. Et puis chez nous, dans notre système, la population est le pouvoir le plus important. C'est toujours le peuple qui dit ce qui se passe en Suisse. Alors, on a 2 chambres, on a un tribunal fédéral, et puis ce qui a aussi dit M. Bierry, les citoyens doivent être très, très actifs dans notre pays, sur tous les échelons, communes, cantons, et puis nation fédérale. Ils sont appelés à voter et puis élire les politiciens 4 ou 5 fois par an. Alors, ils doivent s'occuper de ce qui se passe dans notre système, sur le niveau commune, canton et puis nation. Voilà, c'est ça. Après, ce qui est très important, c'est l'initiative populaire. On a beaucoup d'initiatives populaires. Les gens s'engagent, les gens discutent sur des problèmes qui les fracassent et puis ils font des initiatives. Il faut 100 000 signatures pour commencer ce processus. Et puis ce qui est aussi très important dans notre système, c'est le système de freinage. On peut freiner la politique avec le référendum facultatif. Si un parlement a décidé une loi, on peut freiner. Sur le niveau national, il faut 50 000 signatures. Dans mon canton, il faut seulement 2000 signatures, 2000 signatures, pas plus. Ça veut dire, après cette procédure, il y aura une votation obligatoire et puis c'est de nouveau la population, les peuples, les citoyens qui vont décider ce qui se passe. Après le fédéralisme suisse, la Suisse est un État fédéraliste. Cela signifie que la responsabilité est partagée entre les différents niveaux étatiques. Chaque niveau possède ses propres tâches et conçoit ainsi ses propres règles. Dans certains domaines, les 3 niveaux travaillent en collaboration. Alors vous voyez, un État, 26 États nommés cantons et puis 2212 communes. Dans notre Constitution nationale, c'est écrit « Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. » Ça, c'est très important. Moi, j'ai été ministre de la Justice et des Affaires extérieures de mon canton, Bâle, et puis c'était pour nous tout à fait clair. La Suisse est d'abord un système des cantons, pas de la Confédération, des cantons. Alors nous, les 26 cantons, nous sommes les plus importants dans notre pays. Et après, selon notre histoire, on a commencé à déléguer. C'était clair, un jour, l'armée bâloise n'était plus l'armée bâloise, l'armée bernoise n'était plus l'armée bernoise. On a créé une armée nationale. Alors, je vais vous montrer après les tâches qui sont maintenant réglées par la Confédération. OK? Et puis, entre les cantons et les communes, le principe de subsidiarité entre en principe aussi en jeu. L'application et les compétences des communes varient entre chaque canton. Ça, c'est aussi typique pour la Suisse. On a 26 États, cantons, et puis ils sont tous un peu différents. Non seulement du langage, du dialecte, mais aussi de la mentalité, etc. La répartition des compétences, vous voyez la politique étrangère, ici manque, M. Bierry, il manque, hein? Là, niveau cantonal, les cantons sont compétents sur la coopération transfrontalière. Moi, j'ai été président justement de toutes les conférences trinationales. Et puis, c'est important parce que nous, on a le droit de signer des contrats avec Baden-Württemberg sans problème, avec l'Alsace. Maintenant, je ne sais plus exactement avec qui. Une pierre. À mon temps, c'était encore Adrien Zeller, Charles Butner, tout ça. Hein? C'était encore clair. On a pris le téléphone, on s'est rencontrés et puis on fait ça comme ça. Hein? Maintenant, c'est un peu plus difficile. Très bien. La monnaie, c'est clair, c'est fédéral. Commerce extérieur, c'est aussi les deux. La Confédération et puis les cantons. Armée, c'est clair. Fédéral, politique, agricole, les deux. Droit civil et pénal, c'est aussi maintenant tout à fait civil et tout à fait fédéral. Sécurité intérieure, c'est une tâche combinée avec les cantons. Transport, communication aussi. Et puis maintenant, santé, affaires sociales, le système
Le système social, comme l'AVS, etc., c'est fédéral, mais les cantons sont engagés sur le niveau social. Aménagement du territoire sont les deux. Environnement, énergie, les deux. Éducation, c'est simplement les cantons. Les cantons, c'est les chefs des universités. On a au Rhin supérieur, on a Eucor avec toutes les grandes universités, Bâle, Strasbourg, Fribourg, etc., Mulhouse, Colmar. Eucor, ce système, on a créé. Alors vous voyez, les cantons ont vraiment un pouvoir exceptionnel. Et puis c'est pourquoi c'est intéressant d'être politicien sur le niveau cantonal, parce que vous êtes très proche à la population. Cette proximité est très importante chez nous. Vous savez ce que les gens pensent. Vous faites des propositions dans votre gouvernement. Vous allez au Parlement cantonal. Et puis, normalement, vous réussissez parce que c'est bien préparé. Nous pensons toujours dans des dimensions de politique compromis. On fait des compromis. Parce qu'on n'a pas le système, un parti qui est au pouvoir, l'autre en opposition. On a toujours 4 ou 5 partis qui partagent le pouvoir dans le gouvernement. Alors, on a déjà créé ce compromis bâlois, helvétique. Ça veut dire après on réussit au Parlement. Voilà. Un exemple, l'aménagement du territoire en Suisse. Là, on a une loi fédérale qui est une loi cadre. Et puis dans ce cadre, les cantons sont libres de faire ces planifications sur leur territoire. Et puis aussi les communes sont libres. Là, ça c'est très impressionnant. Là, vous voyez vraiment l'importance des différents niveaux administratifs sur la vie quotidienne. C'est chez nous, c'est les communes, bleu. Après les cantons et après encore la confédération. Alors c'est impressionnant. La Norvège est encore mieux que nous. Et puis les autres sont plus ou moins la même situation. Alors ça veut dire l'échelon la plus importante, c'est communes et cantons et après la confédération. Avantage de notre système décentralisé, c'est tout à fait clair, c'est cette préférence des citoyens et citoyennes sont mieux respectés et puis aussi les coûts de la planification sont moindres. Le modèle suisse, les facteurs de succès, c'est la grande coalition entre les partis qui partagent les pouvoirs au gouvernement. Et puis cette concordance, il faut s'entretenir, il faut former un compromis en Suisse, équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le système pluripartite, comme j'ai dit, on a beaucoup de partis aussi en Suisse, mais ils sont tous plus ou moins au pouvoir. La démocratie directe, le système de milice, qu'on n'a pas des professionnels, presque plus de professionnels dans nos parlements, seulement au gouvernement. Le gouvernement, c'est 100%, 200% engagement pour la Suisse, pour les cantons, c'est tout à fait clair. Et puis, on a tout à fait, j'ai bien observé mes prédécesseurs au pupitre là, on a tout à fait les mêmes problèmes. On a aussi les problèmes de la qualité des politiciens, on a la thématique pour engager les gens qui sont capables d'être des élus, et des ministres cantonaux et fédéraux. Ça, c'est chez nous exactement la même discussion. Mais les gens sont encore, je pense, plus intéressés à tous ceux qui sont évidemment frustrés là. Monsieur Berry, dans votre area, sont encore plus engagés. Et puis, comme vous avez bien dit, la jeunesse s'intéresse davantage de notre système. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Maintenant, vous savez, d'accord, un problème. Vous ne pouvez pas venir en Suisse. Vous savez pourquoi? Parce que le franc suisse est trop fort. Je m'excuse. Alors tout de même, d'abord merci, Dr Tchoudi, pour cette présentation. Tout de même, je vous pose la question, est-ce que vous voyez un intérêt, est-ce qu'il y a des inconvénients quand même à la décentralisation, et est-ce que du coup vous voyez un intérêt à une très forte centralisation parfois? Non, ça fonctionne, allez-y.
Alors, nous, comme les Suisses, comme parle M. Bierseld, exactement. Pour nous, pour la coopération transfrontalière, dans notre Rhin supérieur, 6 millions qui habitent ici. C'est une région exceptionnelle, très forte, du point de vue life science, etc. 5 universités. Je pourrais vous répéter parce que j'ai comme professeur, j'ai dit à mes étudiants tout le temps. Hein. Et puis on avait toujours l'équilibre plus ou moins avec les Allemands, à cause du système. Hein. C'est plus ou moins OK. Et avec les Français, c'était toujours un peu plus compliqué parce qu'une fois nous, on a décidé sur le niveau régional, hein, ils ont toujours dit, mais M. Judy, maintenant on va encore faire un petit trajet à Paris. Hein. Et puis ça dure, voilà. Et puis chez nous en Suisse, hein, des petites structures, hein, on fait tchac, on décide et puis c'est fini. Comme chez vous, hein. Comme chez vous, voilà. Et puis ce qui est aussi une très grande différence, c'est les finances. Les finances. Sans blague, la Suisse est toujours dans un état du point de vue finance très confortable. Aussi notre canton est très confortable. Et puis aussi Baden-Württemberg est là très confortable. Et puis l'Alsace que je connais vraiment très bien avait toujours un peu des problèmes de l'économie. Et puis vous vous rendez compte, le sud de l'Alsace est venu chez nous travailler. On a tous les jours, aussi aujourd'hui, 100 000 personnes qui traversent la frontière en direction suisse, non seulement Bâle, aussi nord-ouest, hein, et puis en direction Allemagne. 100 000 personnes, c'est immense. Et puis nous sommes tellement liés ensemble. On a un sort ensemble. On ne peut plus dire, allez-y, hein, on ne peut pas se foutre l'un de l'autre, hein, ça ne va plus, parce que les capacités économiques sont tellement réparties dans les 3 régions qu'on a une grande région. Et puis moi, ma génération, tout à fait, moi je suis persuadé que le grand destin, c'est trinational, tous ensemble. Et puis, je dirais, la générosité des Suisses, des Bâlois est bien connue. On a payé les trams en France, etc. Voilà. Alors, c'est jamais assez. On ne va pas rentrer dans les détails. Alors bon, vous avez très bien retourné la chose. Je vous ai demandé s'il y avait un intérêt à la décentralisation. Vous nous avez dit non, c'est trop long, les décisions. Alors, à la centralisation, pardon. Alors, si vous permettez, je fais réagir le président Bierry et Arnaud Duranton. Président, qu'est-ce que vous inspire ces 2 exemples? Vous ne les avez pas choisis par hasard, évidemment. Écoutez, on a l'habitude de travailler ensemble. Je vous l'ai dit, nous, le destin de notre territoire, il s'inscrit à cette échelle trinationale. Le Rhin supérieur, c'est là qu'il y a un potentiel de développement extraordinaire. Et puis, vous l'avez dit, docteur, on est aussi dans une situation aujourd'hui où, grâce à Bâle, mais grâce au Bade-Württemberg, grâce à Alsace, on a un pôle, notamment sur la santé, extraordinaire. On peut être la Silicon Valley de la santé, de la vie, du pharmaceutique, du vivant. Du pharmaceutique. Alors, parce que à la fois sur ce territoire, on a une richesse fabuleuse qui peut nous permettre de construire et de développer encore notre dynamique. Donc, nous, on est de ce territoire. On est rhénan ici en Alsace et on porte cette dynamique avec beaucoup d'attention. Alors, on voudrait pouvoir aller aussi loin parfois que nos collègues allemands et suisses dans leur capacité à agir, mais on arrive à faire de grandes choses ensemble et ça, c'est fabuleux. Bon, alors. C'est pourquoi, M. Bierry, je suis tout à fait persuadé qu'il faut une nouvelle région Alsace. Quitter cette région Grand Est, à mon avis. Voilà. Alors, attendez. Et puis. On est en train d'entrer dans l'ingérence. C'est comme ça que ce serait vu à Paris. C'est une ingérence qui me va bien. Alors, attendez. Tout de même, on a entendu des mots très forts de la part de vos deux invités. Compromis. Les cantons ou les Länder qui sont des républiques, au fond, des États avec des parlements. Cette notion de compromis. Et puis alors j'ai entendu un mot formidable, c'est que dans les votations, il n'y a pas que des initiatives ou des propositions des citoyens, il y a aussi une capacité des citoyens, c'est incroyable d'entendre ce verbe, à freiner la politique, c'est-à-dire vos folies ou vos projets, quoi. Là, les votations, vous vous êtes inspiré du système suisse, clairement, et la façon d'impliquer les citoyens, c'est vraiment ce que vous trouvez là? Moi, je trouve que c'est une forme de maturité de la démocratie particulière et forte.
Et c'est pour cette raison que je pensais que c'était intéressant qu'on puisse, au moment où on parle de la décentralisation et de son avenir, de pouvoir évoquer les exemples voisins, parce qu'ils sont bien évidemment très enrichissants. Il faut quand même imaginer que les Suisses ont voté l'augmentation de l'âge de la retraite pour les dames, il y a peu de temps, en votation. Ça laisse un peu... Oui, en vote citoyen. En vote citoyen. Un référendum. Mais on voit aussi cette forme de maturité dans la réflexion. Et bien évidemment, moi, ça m'inspire quand je vois nos amis allemands et suisses, comment ils fonctionnent. Vous nous avez parlé à l'instant de cette Silicon Valley du pharmaceutique. Vous voudriez en faire un exemple d'une coopération pour lesquelles finalement, en décentralisation nouvelle, on vous laisserait la marge de manœuvre pour décider, négocier avec vos partenaires suisses et allemands. Cette Life Valley que vous voulez créer ici. Ça nous permettrait à la fois d'avoir un projet de territoire avec les habitants pour que ce soit incarné. Aujourd'hui, il faut aussi qu'on ait un récit pour nos concitoyens. C'est-à-dire que la décentralisation, c'est un outil, mais au service d'une ambition. Et là, on a une ambition forte en partage que nos concitoyens peuvent s'approprier, parce que c'est faire de la vallée de la vie, du vivant. On a un patrimoine en commun naturel extraordinaire entre la forêt noire et les Alpes suisses et les Vosges. Donc on a des atouts fabuleux. Il faut qu'on puisse aller vite. Et c'est vrai que l'exemple de certaines difficultés à remonter à Paris, même si aujourd'hui, on peut dire par exemple, je ne sais pas si Jeanne Chevalier est encore là, notre préfète, mais elle est toujours en soutien pour porter cette dynamique transfrontalière. Alors Arnaud Duranton, l'universitaire, il y a tout de même un élément très pertinent aussi dans tout ce que nous a dit le docteur Tchoudi, c'est cette idée qu'on n'apprend pas ou qu'on n'apprendrait pas ce maniement de la souplesse de la... Alors les Français sont des adultes, mais tout de même, est-ce que vous pensez que comparaison est raison? Est-ce que tout de même là, ces deux exemples ne sont pas un peu, pardon, je fais de la provocation, mais abusifs un peu au regard de notre histoire jacobine, et où on sait l'importance qu'a eu la centralisation tout de même. Donc, est-ce que c'est raisonnable d'aller au bout de la logique de la confrontation des exemples? Vous faites très bien de poser la question comme ça. Parce que j'ai vu à quel point, effectivement, les présentations qui étaient faites des cas allemands et suisses laissaient la plupart des élus présents ici rêveurs. Alors je voudrais apporter à ça une modération et un encouragement. Vous êtes fini de rêver. Une modération rapidement en rappelant qu'effectivement, la manière de construire l'unité de l'État ne s'est pas faite de la même manière chez nous et dans ces États. Dans les États qui ont été présentés, elle s'est faite par le bas, c'est-à-dire que ce sont des États qui se sont réunis dans une logique confédérale ou fédérale et qui ont créé un centre par le bas. Nous, à la Révolution française, nous avons fait autrement parce que nous avons voulu lutter contre les privilèges de l'Ancien Régime et constituer une unité en créant au nom de la nation un État fort qui, du coup, crée la figure du citoyen désincarné, citoyen qu'on a voulu extrait de toute forme de corps intermédiaire. Et donc, on a une culture politique radicalement différente qui va du haut vers le bas. Oui, mais du coup, est-ce que ce n'est pas illusoire de penser pouvoir faire pareil? Alors, probablement pas, parce que c'est là l'encouragement. Justement, le but des projets décentralisateurs du 19e siècle, c'était possiblement d'aller jusqu'à des logiques fédérales. On a vu chez certains auteurs, je pense par exemple à Benjamin Constant, des discours de décentralisateurs qui avaient pour ambition d'arriver jusqu'à une logique fédérale. Et du point de vue pratique, en 2003, je tiens à rappeler qu'une révision constitutionnelle portée par Jean-Pierre Raffarin a ajouté à la Constitution française un alinéa 2 de l'article 72 de la Constitution, qui prévoit que les collectivités ont vocation à prendre les décisions pour les compétences qui peuvent être le mieux mises en œuvre à leur échelon. Ça, c'est un principe qu'on a vu comme étant une forme de déclinaison de la subsidiarité qu'on a empruntée aux organisations fédérales. Et Jean-Pierre Raffarin décrivait cela comme un microprocesseur à venir de la décentralisation. Or, que s'est-il produit? Le Conseil constitutionnel a paralysé l'application de cette disposition en utilisant d'autres manières de justifier ces raisonnements, et par exemple la suppression de la clause de compétence générale n'a pas trouvé d'obstacle constitutionnel selon lui, parce qu'on a paralysé l'application de cette disposition qui aujourd'hui finalement n'a même pas une valeur décorative. Tout se passe comme si elle n'existait pas. Donc il existe des leviers politiques et juridiques qui pourraient permettre d'aller vers ce chemin-là, mais qui, du fait de réflexes jacobins issus de notre histoire, sont aujourd'hui paralysés, et nécessiterait effectivement, j'y reviens encore, une réflexion politique profonde sur le sens que l'on veut donner aux choses pour savoir si oui ou non on décide d'aller franchement dans une direction qui encourage le pouvoir de l'élu local. Alors, messieurs, en conclusion, docteur Tchoudi, docteur Schulle, en conclusion, non, je vous en prie, en une phrase,
qu'est-ce que vous voudriez que les Français prennent chez vous, qui vous paraît réaliste, ils puissent s'inspirer? Qu'est-ce que vous diriez? Chez nous, prenez au moins ça. Quoi? Alors, quand j'étais en vacances en Dordogne en juin, j'ai lu de Michel Vinocq, Gouverner la France. C'était très intéressant et je crois que la France pourrait... la décentralisation, c'est le point clé De l'avenir. pour l'avenir. Et c'est mon avis personnel. Je suis aussi aujourd'hui en France. C'est seulement un petit avis de ma part. Et je voudrais dire comme dernier sujet, quand on avait la crise Covid, c'était très difficile d'avoir des informations de Paris et de Berlin. Et c'était la proximité, c'était l'initiative du département, Brigitte Klinkert et autres, de aider les patients français de venir chez nous. On pouvait aider ensemble. Et c'est ça un moment pour moi émotionnellement aussi très important. Et c'est pourquoi c'est mon avis central. Merci Frédéric. Docteur Schulle, Juste, si- même question. peut-être Oui, pardon. juste Allez-y, je vous en tout prie, petit complément d'une phrase. En travaillant ensemble, à Wissembourg, par exemple, on a pu sauver une maternité en permettant aux jeunes femmes allemandes de venir accoucher à la Ici, maternité à ouais. Wissembourg. Et si ça n'avait pas été le cas, on était obligé de fermer la maternité parce qu'il n'y avait pas suffisamment de patients. Merci aux femmes allemandes de venir accoucher. Voilà, c'est ça. Et donc, pour nous, dans le quotidien, ce travail en commun est fabuleux. Docteur Tchoudi, qu'est-ce que vous voudriez, vous aussi, que les Français, de quoi devraient-ils s'inspirer dans l'exemple suisse? Un mot, en conclusion. Ma conclusion est tout à fait claire. De votre part, il faut se battre pour cette décentralisation. En 1982, quand ça a commencé, j'étais encore au pouvoir. Voilà. Alors j'ai vécu comment la discussion. Maintenant, j'ai quitté le pouvoir, le gouvernement. Et puis, mais je vous dis tout de suite, c'est une situation de win-win. Si on a la chance, au Rhin supérieur, 3 pays, 6 millions de personnes, avec ce pouvoir économique exceptionnel, avec tous les moyens de trafic, le Rhin, l'aéroport, les autoroutes, etc., les Vosges, la forêt noire, le Jura, des gens qui parlent, autre temps, le même dialecte. Wie der Herr Pierre gesagt hat, wir können noch reden miteinander auf Alemannisch, voilà. Alors, c'est une chance immense. Et puis, moi, je n'ai jamais compris pourquoi c'est tellement difficile de donner à des régions le pouvoir nécessaire pour coopérer d'une manière fructueuse avec Baden-Württemberg et puis les cantons de la Suisse du Nord-Ouest. Et puis, merci. Et puis, on avait noté que, vous ne l'avez pas dit, mais c'était un peu implicite, qu'il nous fallait maintenant adopter le franc suisse définitivement sur le territoire. C'est évidemment une boutade. Je voudrais, mesdames et messieurs, on va changer de séquence, mais je voudrais qu'on remercie à la fois les deux autres voisins européens pour leur contribution et la passionnante explication de leur système. Je voudrais qu'on remercie Arnaud Duranton pour son étude, que vous trouverez bien sûr, et le président Bierry